Ah mais ça marche là, depuis tout à l'heure? Ouais. Ok. Salut à tous, je voulais vous remercier parce que grâce à vous, à vos 7 vues de mon premier podcast, je suis très fière, j'ai pu m'acheter un micro et comme vous pouvez l'entendre, il n'y a plus le chut qu'il y avait dans les 2 premières séries. Donc voilà, et j'espère la semaine prochaine que si je suis à 20 vues, peut-être que je pourrais m'acheter le pied du micro parce que là je le tiens à la main, donc c'est sympathique, mais j'ai peur d'avoir une crampe à la fin de l'émission. À toutes. C'est pas grave, ça fait bien le petit chat, le mieux. Alors, les amis, il faut que je vous dise quelque chose. Lors de ma dernière émission, la semaine dernière, j'ai compris quelque chose. Une petite confession. Ce que je ne peux pas saisir, je ne peux pas vous l'expliquer. Lorsque j'avais 12 ans, on allait tous en famille à Paray-le-Monial. Donc Paray-le-Monial, c'est des sessions les étés d'une semaine charismatique. Pendant une semaine, les enfants sont dans des groupes, bref, on prie le soir, tout le monde se retrouve, ça chante Alléluia, les mains en l'air, etc. Au début, les 3-4 premières années, on était au camping, sauf qu'on s'est fait virer. Je sais pas comment, mais dans l'après-midi, on devait dégager. Et on s'est retrouvés dans le stade. Pas de douche, des Algeco pour les chiottes et un petit robinet pour tout le monde pour faire la vaisselle, quoi. En fait, c'était un peu l'horreur. Le stade était un petit peu excentré de Paray-le-Monial. L'église était allumée, était ouverte toute la nuit. Il y avait le Saint-Sacrement. Et moi, j'étais à cette époque-là très pieuse, même mystique. Et donc, j'y allais les nuits où j'y allais souvent, mais j'ai un souvenir d'une nuit. Je sais pas si c'était rêvé ou je sais pas. Où je me suis vue par terre sur le pavé de l'église, avec les bras en forme de croix, revêtue d'une toge blanche. Je donnais toute ma vie, tout mon corps à je sais pas quoi, d'ailleurs à une cause, ou je prêtais serment, je faisais quelque chose comme ça. Comme si je rentrais dans la vie monastique, quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas, mais c'est pas grave. J'ai un autre souvenir aussi, vers 19 ans, j'habitais à Saint-Jean, et un jour, j'ai voulu aller à Fourvière. C'était dans l'après-midi, il faisait beau, et il y avait des confessions. Et je lui dis, voilà, bonjour mon père, j'ai une question, je ne sais pas si je suis faite pour la vie monastique. Et donc il m'a regardé, il devait avoir 80 ans, il m'a dit, non, vous n'êtes pas faite pour la vie monastique. Et je me suis dit, bon, bah merci, je suis repartie, je me suis dit, bon, bah ça c'est bon, il a réglé la question, je ne me poserai plus jamais cette question, ce qui était le cas. Tout ça pour vous dire que ce que je ne peux pas saisir, évidemment, je ne peux pas l'expliquer, mais mon désir, c'est de le donner à voir. Et j'aimerais bien vous parler dans ce registre d'un fantasme que j'ai vécu. J'ai été mère au foyer pendant 20 ans et j'ai adoré ça. Ce que j'ai adoré, c'était m'occuper de mes enfants, faire le repas, alors que bon, j'étais vraiment pas du tout douée pour faire le repas, hein. Il y en avait partout. J'adorais cette idée en fait d'être la femme au foyer, de m'occuper de mes enfants qui soient bien habillés, bien coiffés. Quand on sort, on dit waouh, la famille, elle est magnifique, quoi, un peu genre Cyrillus. Après dans le réel, c'était quand même autre chose parce que c'était un bordel immense. J'étais pas du tout organisée, bon bref. Mais c'est vrai que j'avais ce fantasme de la mère au foyer qui faisait tout bien, qui était disponible H24 à ses enfants, sans interruption. Je ne pensais pas à moi, il fallait pas penser à soi, il fallait penser d'abord aux autres. Et ça, j'ai vécu 20 ans à fond et j'ai adoré. C'est le gros fantasme de la ménagère Moulinex des années 60. Ce fantasme de la mère au foyer que j'ai eu et que j'admire toujours, hein, je me dis, bon, je peux plus le faire, mais je comprends celles qui il y a beaucoup de jeunes hein, qui sont encore là-dedans, qui disent, ah, moi je rêve d'avoir un mari, d'avoir une belle maison et de m'occuper de mes enfants, donc voilà, ça existe toujours. Et en fait, au bout d'un moment, la vie catholique, les monastères, tout ça, ça a commencé à m'agresser, je veux dire, le sujet commençait à m'oppresser. Et en fait, je me suis dit, bah non, c'est aussi un fantasme BDSM, c'est-à-dire bah, leur tenue, les ambiances monastiques, ou le voile pour les musulmanes. Il y a tout un fantasme aussi, et je respecte finalement... je respecte comme la femme au foyer, je respecte ce délire de pouvoir de l'homme sur la femme, des costumes, toutes ces cérémonies, cette tradition, quoi. Voilà, je comprends et ça peut avoir du sens pour les gens qui participent à cette tradition ou ce délire, ouais, à ce délire. Oui, ce délire de soumission en fait, femme soumise,
C'est le délire de fou. Et puis l'homme qui a du pouvoir. En général, tout ça, c'est même le monastère. Moi, je connais un monastère où c'est un homme qui dirige un monastère de femmes. Ben, c'est vrai que 10 ans après, je me dis ah ouais, mais en fait, c'est juste un homme qui dirige des femmes. Et les femmes sont à son service. C'est des moniales, mais c'est quand même très particulier et patriarcal, quoi, en fait, tout simplement. Mais ça peut aussi être vu comme un délire aussi BDSM. J'ai un autre exemple d'une autre réalité cachée derrière la réalité. Je vous avais dit dans mon premier podcast que j'avais fait une école de théâtre. C'était quand même une école un peu particulière. Quand j'y suis rentrée, donc je vous avais dit, j'avais vu un gars que je trouvais très beau et donc ça me faisait très plaisir de passer une année avec lui. Et en fait, on vivait comme en internat, c'est-à-dire en vie communautaire. Donc on dormait tous sur le même, c'était une sorte de grand château. Il y avait des gens qui avaient fait des vœux de communautaires qui habitaient au 2e et 3e étage. Et on m'avait dit 2e étage les femmes, 3e étage les hommes, parce qu'évidemment ils avaient fait, je pense, j'imagine, des vœux de chasteté, c'est ce qu'on m'avait dit. Et nous, les élèves, on était au 1er. En fait, plus l'année avançait, plus c'était assez particulier. Donc le chef un peu gourou était très efféminé. Après, j'apprends que un des élèves, il était homosexuel. Et en fait, tous ces communautaires, finalement, j'ai appris que il y avait beaucoup, c'était des lesbiennes, et puis beaucoup, c'était des homos. Donc finalement, c'était une communauté plutôt catholique, mais complètement queer. C'était un gros délire, mais c'était pas du tout assumé et vu de les extérieurs, c'était une communauté religieuse, point terminé. Et nous, dans nos rôles, moi j'avais un rôle d'homme, j'ai une autre copine théâtre qui a gardé son rôle d'homme, un autre ami qui était finalement trans, quoi. Bon, et en fait, après coup, 10 ans après, je dis mais en fait c'était une communauté queer. Et ce qui était dommage, c'est que l'idée était à mon avis très bonne parce que c'était que des artistes. Et comme ils ont dit qu'ils étaient religieux, on n'a pas pu voir ce que c'était vraiment cette communauté qui, à mon avis, était une bonne une intuition. Mais ils n'ont pas assumé ce qu'ils étaient. Ils ont essayé de cacher, sous couvert d'une communauté religieuse, ce qu'ils étaient vraiment. Un Burning Paris catholique. Tout ça, c'est ce qu'on ne peut pas voir, mais que j'aime bien donner à voir. Du coup, ça m'a appris à respecter les différents mondes. Toutes ces communautés, je ne les juge pas. Et je trouve ça même une bonne chose, sauf si à l'intérieur il y a des personnes qui souffrent. Et c'est vrai qu'il y a une communauté, je ne vais pas dire les noms, dont une sœur qui souffre à l'intérieur, qui m'a appelée récemment parce qu'elle elle se sentait oppressée dans un monastère et elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et c'est là où certaines communautés religieuses ou autres me posent problème, par contre. C'est ma limite du fantasme. Comme pour les femmes au foyer aussi, dès qu'elles sont battues, dès que les maris sont méchants et les empêchent de dépenser leur argent parce que voilà, elles coûtent trop cher, etc. Là ça devient malsain et c'est à vomir, quoi. Donc tout ça marche tant que ça reste sain et que la femme soit libre et qu'elle ait choisi son fantasme. Cet invisible dont on parle, c'est ce qui me semble la seule chose importante à montrer à travers une œuvre. Et il y a un mécène qui est venu, qui nous avait acheté un tableau qui s'appelait Noble Beret. Je ne sais pas s'il faut que je dise le nom du coup, Noble Beret. Donc il y a à peu près 2-3 ans. Donc c'est une grande œuvre qui est gravée avec des pigments. Et on voit en fait 3 femmes musiciennes, un peu gitanes, très sombres. Et un homme qui les regarde un peu en retrait. Donc, il l'avait acheté il y a 3 ans. Et il m'a dit, je viens pour acheter une nouvelle peinture d'Arnaud. Écoute, super, très bonne nouvelle. Moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui achète, je suis grand sourire et je suis très contente, surtout quand c'est de l'art, ce qui est quand même assez rare. Je lui dis, oui, très bien, pourquoi ? Je ne sais plus si je lui dis pourquoi. Il me dit, en fait, la dernière que j'ai achetée, je ne sais pas si tu te souviens, c'était Noble Berry, elle commence à me gêner de plus en plus, chaque jour un peu plus. Je fais, ah bon ? Il dit, oui, tu vois, ce personnage-là qui est dans l'ombre, j'ai l'impression qu'il est là, très présent, qui me gêne, il me regarde, et ça me renvoie à un passé où j'ai pas envie d'y repenser, quoi. J'ai envie de passer à autre chose, et donc ce tableau est de plus en plus gênant à côté de moi. Je dis, écoute, si tu veux, tu peux, je sais pas, soit tu le retournes, tu le mets ailleurs, tu me le rapportes, quoi, pas le rapporter, mais... Il me dit non, mais je veux pas m'en séparer, il fait partie de moi, mais j'en veux un autre pour passer à autre chose, pour avoir autre chose à voir. Donc il est monté dans l'atelier. Et donc là, il y avait, je sais pas, il doit y avoir 15 peintures. C'est quand même des peintures qui sont assez fortes. Et il est redescendu, il m'a dit, si, il y en a 2 que j'aime bien. Une, c'est trop tôt pour que je l'achète parce que c'est trop tôt par rapport à ma vie. Mais
Il y en a une, je réfléchis 15 jours et je te rappelle, mais elle me plaît beaucoup. Je dis, ah bon, c'est laquelle? Il dit, c'est le Christ qui se détache de sa croix et qui s'en va. Et je fais, ah bon, pourtant celle-là, c'est vraiment la plus moche, quoi. Vraiment, ce tableau, je l'ai trouvé, c'était le plus moche de tous. Et je dis, ah bon, mais t'es sûr? C'est vraiment, je lui dis carrément, je dis vraiment, c'est le plus moche de tous. Il me dit, mais oui, c'est cette personne qui change de sujet, c'est-à-dire qu'il était accroché comme ça à sa vie ou à quelque chose, et en fait, il dépasse et il va ailleurs, il change de sujet, il change de point de vue. Et moi, c'est ce que j'ai besoin, et grâce à cette peinture, en fait, je vais faire la même chose. J'ai besoin de cette peinture pour avancer. Et là, je n'en revenais pas. Et je me dis, voilà, l'intérêt de l'art, c'est que ça permet de parler à chacun de façon très différente. Et puis, c'est assez improbable. C'est arrivé comme ça. Et cette peinture, ça fait, je dirais, presque 8 ans qu'elle est là. Et elle attendait, je pense, la bonne personne. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est juste pour montrer la différence entre de l'art. Par exemple, pour cette peinture, où j'en ai une autre aussi qui s'appelle Sémiramis, donc c'est aussi une peinture d'Arnaud. Et il y a une femme, un peu comme une sorcière, qui est au-dessus et qui plane. C'est vrai que cette peinture, tous les jours, je la regarde et elle me parle et elle me parle pas. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, quoi? Elle me questionne tous les jours parce que j'ai pas compris, etc. Et ça, c'est la différence pour moi entre l'art. C'est pas l'art, c'est beau ou c'est pas beau. C'est juste que tous les jours, elle te parle de façon différente en fonction de ce que tu es. Et en fait, c'est vraiment la différence entre l'art décoratif, la déco, et l'art. Et j'avais un autre exemple d'un Constantin qui nous avait acheté le Cocon, et il m'avait dit, je ne vais pas à chaque fois décrire les peintures, mais bon, c'était un spahi qui était dans un champ en train de lire. Alors un spahi, c'est un soldat algérien qui a fait la guerre 14-18 pour les Français. Très coloré, très printanier, et il m'avait dit mais cette peinture, elle fait partie de moi tous les jours, elle me dit quelque chose de différent, et jamais je la quitterai, quoi. Je veux dire, elle fait partie de ma vie, et ça, voilà, ça dit tout. C'est vrai que j'aime beaucoup les gens qui m'achètent de la déco parce que ça fait marcher notre atelier et donc notre business. Mais moi, j'aime bien la déco, hein. C'est juste que l'art, c'est différent, ça va plus loin. Quand j'étais petite, j'allais au mois de juin, chaque mois de juin jusqu'à l'âge de 10-12 ans, chez ma grand-mère. Elle nous prenait 2 semaines toute seule, avec elle et mon grand-père, à Biarritz à la Milady. Et j'ai un souvenir, un très beau souvenir. C'était une plage où il n'y avait personne, il faisait beau, c'était très bleu coloré, il y avait des odeurs de... Le matin, on allait à la pêche au moule avec notre petit seau. C'était très rythmé, mais très calme, très poétique. Maintenant, j'y retourne. Alors cette plage a beaucoup changé, il y a eu des constructions, etc. Donc ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Mais quand j'y vais, à chaque fois, ça me fait « Ah, j'adore cet endroit », alors qu'il est... il est moins beau, il faut dire ce qu'il est, et puis c'est pas les mêmes saisons, etc. Mais il y a toujours derrière ma grand-mère, moi qui ramassais, donc je dis à mes enfants, venez, on va aller ramasser les... Bon, bref, ça leur dit rien du tout en général. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis toujours dans le même état d'esprit que quand j'avais 12 ans. Et ce lieu-là, c'est le lieu de mes 12 ans. Et en fait, il est chargé de cette ambiance. Donc si je voyais pas ce paysage avec un regard poétique, ça serait qu'une belle carte postale, qui n'a peu d'intérêt. Mais la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que dans l'invisible caché, dans mon expérience mystique de Parelmonial, ma rencontre avec le prêtre, la journaliste Patricia Scott, le clochard rencontré à Londres, la communauté queer chrétienne qui ne se connaît pas, le monastère BDSM, etc., la femme au foyer... j'en oublie. Ma grand-mère cachée dans la plage de Biarritz, la peinture achetée par le faux François, tout ça. Est-ce que ça serait pas tout simplement un pur délire de l'imagination, de mon imagination? Y a-t-il vraiment un invisible caché derrière le visible? Un être de la poésie derrière l'œuvre? Un être vivant derrière l'œuvre du vivant? Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et si donc j'arrive à 20 vues, je pourrais peut-être m'acheter un pied de micro. Yes. Bye bye.